Aujourd'hui, j'aimerais citer Jean-Pierre Olivier de Sardan, parce qu'il s'agit probablement de ma référence préférée en termes d'études sur l'enquête de terrain. Dans la politique du terrain sur la production des données en anthropologie, il déclare: le chercheur ne se sent pas toujours en service commandé. Heureusement pour lui, il mange, bavarde, papote, plaisante, drague, joue, regarde, écoute, aime, déteste. En vivant, il observe, malgré lui en quelque sorte, et ces observations-là sont enregistrées dans son inconscient, son subconscient, sa subjectivité, son jeu, ou ce que vous voudrez. Vous allez voir que ces paroles résonnent avec l'échange que j'ai eu avec Lisa. Lisa va nous partager son expérience de terrain qu'elle a menée au cours de ses 6 années de thèse en Espagne. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Alors Lisa, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour un nouvel épisode qui va aborder une thématique qui certainement traverse le doctorat de beaucoup de personnes et pas seulement en études hispaniques, j'imagine, mais aussi en anthropologie, sociologie. Donc je suis certaine que ton expérience va parler à beaucoup de personnes. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec toi et peut-être nous dire quel est ton lien à la recherche actuelle et comment est-ce que tu en es venu à cette étape de ta vie? Bonjour Caroline, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui sur ce sujet. Je pense qu'assez rapidement, c'est-à-dire qu'en terminale au lycée, en discutant avec des professeurs de littérature, je comprends qu'il existe l'agrégation, je comprends qu'il existe l'activité d'écrire une thèse, même si je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Euh, et au début, je me dis, puisque c'est ma passion de l'époque, que ça sera en histoire de l'art. Mais assez peu sûre de moi, je pars en prépa pour continuer de diversifier un peu les enseignements, etc., avec une spécialité histoire de l'art. Et là, je découvre l'espagnol scolaire, on va dire, puisque mon papa est espagnol et que j'ai un lien à l'Espagne. Euh, mais de manière scolaire, je le découvre et j'ai une révélation. Et donc, deuxième année de prépa, je pars en spécialité espagnole et toujours avec cette idée assez lointaine que la recherche sera peut-être la recherche et l'enseignement, puisque je les envisage ensemble. Et donc, ça se dessine petit à petit. Euh, Et effectivement, je rejoins l'université qui s'appelait Paris 4 à l'époque, après mes 2 années de prépa, donc de la licence au master. C'est un parcours qui est ponctué de départ à l'étranger. Donc, il y a un premier séjour de 6 mois Erasmus à Saragosse, en Espagne. Donc là, je suis étudiante à l'université de Saragosse et je continue ma formation, on va dire, culturelle, linguistique là-bas. Et ensuite, entre le Master 1 et le Master 2, je décide de partir 1 an aux États-Unis. Et ça, c'est un programme qui s'appelle Fulbright, qui est une bourse accessible à tous, même quand on n'a pas de lien direct à l'anglais, la culture américaine, anglaise, etc. Mais il faut juste le savoir et dans nos universités et nos parcours, on ne nous en parle pas. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet, donc on est à la fois un peu étudiant, on peut choisir des, des cours, on doit choisir de prendre des cours, mais vraiment ce que l'on souhaite prendre. Mais également, on est assistant de français dans une université avec un professeur ou plusieurs.
Donc c'est ma première expérience d'enseignement, là, pour le coup, à l'université, dans un campus américain en Oregon. Et je ne peux que recommander ce programme qui est incroyable, extrêmement intéressant, même d'un point de vue économique, puisque tout est pris en charge, donc on n'a pas besoin d'avoir des économies. Voilà. Et ça permet d'acquérir une maturité, je pense, hein, et une ouverture d'esprit culturel, linguistique encore plus forte. Et puis, c'est le retour ensuite à Paris pour le Master 2. Master 1, Master 2, le mémoire est écrit en linguistique. Je partais plutôt sur la linguistique comme spécialité. J'ai travaillé sur les insultes les 2 années. Et c'était passionnant. Ça, en master 2, une petite parenthèse, j'ai accepté de donner des cours dans l'université où j'étais étudiante pour remplacer quelqu'un au pied levé. Donc j'ai été chargée de cours en master 2 de 2 cours de thèmes d'espagnol grand débutant. Et c'était ma toute première vraie expérience, non pas comme assistante, mais cette fois-ci professeure d'une classe en master 2. Alors que moi, j'étais en master 2, mais c'était, pardon, destiné à des licences 1, 2, 3, je crois. Et puis ensuite, c'est l'agrégation. Donc, tout ça, c'est un parcours très classique. Pas tant que ça, hein, parce que c'est vrai que le départ aux États-Unis, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce que c'est vrai que dans les autres épisodes, on a eu beaucoup de personnes qui faisaient des assistanats, mais dans un pays hispanophone. Et donc, c'est super intéressant de savoir qu'on peut aussi partir dans un pays anglophone, même en ayant fait des études hispaniques. Tout à fait. Tout à fait, parce que le critère, c'est la curiosité culturelle des gens et l'envie d'apporter un peu de sa propre culture aussi française, d'être ambassadeur en fait d'un pays à un autre. Et c'est d'une richesse incroyable, puisqu'évidemment, on ne fait pas exactement les cours de langue de la même manière aux États-Unis ou en France. Et ça restera à jamais une référence pour moi de comment enseigner les langues de manière vivante et concrète, puisque là-bas, les professeurs invitent leurs élèves chez eux à manger des crêpes, à dîner, mais tout ça pour continuer de parler français, mais amicalement également. Enfin, là-bas, on parlait français, mais donc applicable ici en France, en espagnol dans mon cas. Je ne sais pas si j'arriverai à le mettre en place, mais j'ai été fascinée par cette manière d'enseigner les langues. Et est-ce que tu aurais un ou deux exemples qui te viendraient à l'esprit, peut-être que tu as déjà testé ou que tu penserais pouvoir mettre en place en France avec un public français? Qu'est-ce qui pourrait être transposable dans une salle de classe pour enseigner une langue vivante? Alors, salle de classe ou à côté de la salle de classe, par exemple, il y avait une soirée cinéma. Donc là, c'était avec les classiques du cinéma français. Évidemment, chacun apportait un peu à manger, à l'américaine, le potluck, et puis on était tous ensemble et on débattait ensuite en français. Le café culturel, euh, ce genre de petits moments qu'on n'instaure pas à l'université française, puisqu'il y a une grande distance qui est établie entre le professeur, les élèves, les étudiants, et qui n'existe pas, ce qui ne signifiait pas, et j'ai pu le vérifier, une absence de respect. Donc, bon, peut-être ça fonctionnera pas exactement dans notre culture telle qu'elle est conçue, avec ce vouvoiement, cette distance, etc. Mais en classe, c'est simplement faire des groupes, les mettre debout, les faire bouger énormément, concevoir le cours de langue, quand c'est un cours de langue, comme un jeu. En fait, insister sur la pédagogie du jeu, etc. Ce qui est de plus en plus mis en place en France, mais qui, moi, m'avait étonnée, puisque c'est pas comme ça. J'ai appris les langues en, en collège, lycée, etc. Et donc applicable même quand on ne donne pas des cours de langue, parce que même un cours de civilisation, on peut créer un caout, c'est des digressions tout ça, mais c'est-à-dire un petit jeu très simple à mettre en place, où chacun
peut appuyer sur un bouton depuis son portable pour donner la bonne réponse, qui permet de faire des révisions, tout ça dans le jeu, et ils adorent, que ce soit en licence 1, licence 2, master, peu importe en fait, il y a un petit podium à la fin, on ne gagne rien, mais tout le monde est content, et c'est une manière de réviser qui se fait dans la joie, la bonne humeur, et qui est moins pénible que prenez votre manuel, page 26, et on y va, quoi. Donc ça, bon, voilà pour la parenthèse. Mais oui, oui, c'est vrai. Donc classique d'un point de vue des études, puisque c'est bon, prépa ou pas prépa, on s'en fiche. Et après licence, master, et ensuite agrégation. Donc c'est pour ça que je disais assez classique, mais ponctué, on va dire, de départ qui, je pense, était nécessaire à ma formation personnelle, mais également professionnelle. Et donc l'agrégation, c'est 2015-2016, l'agrégation d'espagnol. Après l'agrégation se pose la question, donc j'obtiens l'agrégation à la fin de l'année 2016, se pose la question de la thèse. Et pendant un an d'agrégation, en tout cas moi, je n'avais pas pu penser à la thèse. Il y avait trop pas pensé cette année-là. Donc, je me dis qu'il est temps d'aller respirer, de partir à nouveau à l'étranger et d'en profiter pour concevoir un projet de thèse solide, puisque j'ai en tête d'avoir un contrat doctoral. Puisque l'option lycée n'a jamais été pour moi envisageable, ou enfin, en tout cas, c'était pas une option de choix. Quoi qu'il en soit, je pars à Madrid 1 an comme assistante de français. Là, cette fois-ci, dans un collège-lycée. Donc, c'est autre chose. C'est aussi une autre culture, un autre rapport étudiant-professeur. Très intéressant. Et j'avais choisi Madrid, mais avec une petite idée en tête, c'est que je me voyais bien. Déjà, Madrid, tous les archives y sont, donc c'est très pratique, quoi qu'il en soit, peu importe le sujet. Tous les archives, beaucoup, on va dire, y sont. Et par ailleurs, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être déjà sur mon terrain, en fait, de recherche, puisque assez rapidement, les murs de la ville me fascinent pour leurs écritures, leurs tags, leurs inscriptions, leurs graffitis. À partir de cette observation, je commence à rédiger mon projet de thèse en, en étant assez contente de cette thématique, puisqu'elle va me permettre de mélanger à la fois linguistique, d'une certaine manière, même si je ne l'étudie pas d'un point de vue sémiotique, mais en tout cas l'écriture manuscrite, en tout cas l'anthropologie de l'écriture, on va dire, ça c'est sûr, c'est ma piste principale, et le graphisme, l'aspect visuel en fait des murs. Donc qui me ramène à ma passion histoire de l'art, art visuel, etc. Donc, je trouve une directrice de thèse. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'expliquer comment, pourquoi j'y parviens. La directrice de thèse, elle intervient après ce voyage. Tu t'as pas cette directrice de thèse avant de partir, c'est ça, à Madrid? Je ne l'ai pas avant de partir. Je la contacte pendant mon séjour avec un autre sujet en tête. Euh, les écritures dans l'œuvre du peintre Miro, Joan Miro. Je travaille 6 mois aux archives dessus, et je me rends compte qu'une thèse vient d'être soutenue, ce qui arrive parfois, sur le sujet. Voilà, donc je la recontacte parce elle me suivait aussi sur les écritures, Miro, etc. Et je lui dis là, on a un petit problème, donc il va falloir prendre un peu de temps pour réfléchir à un autre sujet. Et c'est de concert avec elle, en fait, en discutant, qu'on en vient au graffiti, qui s'avère être, qui me plaît bien plus, en fait, comme sujet, parce que, et ça, j'en prenais pas encore toute la mesure, mais ça allait me permettre, si on parle du terrain de recherche, d'avoir un terrain vivant, d'avoir une recherche vivante, qui me correspond bien plus que de rester en bibliothèque pendant
6 années, qui est le temps qu'a duré ma thèse. Et là, en fait, ma bibliothèque principale, c'était la rue. Et bon, je reviendrai dessus, mais également les archives, la presse, etc. C'est sûr, c'était une partie, mais c'était la rue principalement, et puis au contact de personnes vivantes. Donc, c'est un sujet très contemporain qui me plaisait beaucoup. Euh, donc, je commence à rédiger le projet doctoral, et puis je viens le soutenir devant un petit jury de la Sorbonne Nouvelle, puisque cette directrice est à la Sorbonne Nouvelle, à la fin de l'année, après un an d'assistanat à Madrid. Et comme il avait pu être bien étoffé, extrêmement travaillé, puisque ça faisait un an que je faisais des photographies, donc j'avais commencé en plus mon corpus, ce qui est très rassurant pour des gens qui évaluent si oui ou non on mérite une bourse doctorale. Donc le corpus était commencé, la réflexion était déjà assez mature, même si en réalité ma thèse ne ressemble pas à mon projet de thèse, comme pour beaucoup de gens. Mais j'ai obtenu un contrat doctoral, donc je pense que c'est un conseil que je pourrais donner. Peut-être ne pas se précipiter et attendre, ou bien en partant un an, comme je l'ai fait, pour le rédiger, le penser, le rédiger, ou bien, comme on le disait une des personnes dans un autre podcast, commencer vraiment à travailler dessus pendant un an avant de proposer le projet, ce qui est possible un an plus tard. C'est encore possible de proposer le projet pour avoir un contrat. Donc ne pas se précipiter, parce qu'après ça change tout de notre vie, de la qualité de notre vie, de la qualité de notre thèse, de la possibilité de partir à l'étranger comme j'ai pu le faire, parce que quand on est en collège-lycée, ben, les choses sont différentes. Et donc du coup, on a bien compris que le voyage, c'était un fil conducteur depuis le début. Et quand tu as fini cette année de pré-thèse finalement, avec cette découverte de Madrid, où tu commences déjà à faire un terrain peut-être sans vraiment le formaliser comme tel, tu reviens en France et tu commences ce contrat doctoral. Donc là, j'imagine, tu as des charges de cours qui te demandent quand même d'être sur le lieu, sur le site pendant certaines semaines. Et à partir de quand vient l'idée, s'impose, même la nécessité de repartir. Et est-ce que tu peux nous parler des temporalités, la durée, et puis après peut-être qu'on abordera aussi la question des financements. Euh, Lorsqu'on a un contrat doctoral, on travaille 64 heures annuelles, ce qui est assez peu finalement. C'est un vrai luxe. Euh, Et donc, dans certaines universités, c'était le cas de la mienne, les cours peuvent être regroupés sur un seul semestre. Normalement, c'est ce qui est fait pour permettre aux doctorants, justement, de faire ces allers-retours, surtout au premier semestre. Donc, je me souviens que mon premier semestre, je ne donnais pas cours. Très vite, en octobre, je crois. Donc, mon contrat commence en septembre. En octobre, je pars à Madrid. Je pense que je partais 2 semaines à un mois à chaque fois. Surtout quand je ne donnais pas cours. Ensuite, parce que je continuais à y aller quand je donnais cours, je, je profitais des vacances, de la fin d'année, etc. Mais je partais toujours aussi 2 semaines, un mois pour vraiment prendre le temps. Ça prend énormément de temps d'entrer en contact avec nos interlocuteurs. Puis on va voir en plus que mes interlocuteurs étaient un peu... Mes entretiens étaient peut-être plus chaotiques que d'autres personnes, mais par la force des choses, il fallait être très flexible. C'était euh, toujours des entretiens assez spontanés. Et donc, il fallait avoir pris le temps d'être sur place pendant longtemps. Euh, une semaine n'aurait jamais été suffisant. Et je sais plus exactement, j'avais calculé combien de fois j'avais dû partir pendant ces 6 années.
Mais il y a eu peut-être une vingtaine de séjours, quinzaine de séjours, plus ou moins longs. Jamais plus d'un mois pour des raisons financières. Parce qu'on oui, on va le voir, vivre à l'étranger, c'est se loger, c'est garder son logement à Paris en parallèle, donc avoir deux loyers, etc., etc. Donc jamais plus d'un mois, je pense, mais très fréquemment, tous les 2-3 mois, hors Covid évidemment, où là ça a été une année particulière. Euh, Ce qui me permettait d'être toujours un peu présente et que mes interlocuteurs se disent ah elle est toujours là, qu'on ne m'oublie pas, qu'on me prenne au sérieux aussi, que je m'intègre petit à petit à ce paysage, à ce terrain de recherche qui était le mien, euh, que les interlocuteurs et premiers entretiens du début deviennent des amis, etc. Mais ça, je pourrais en reparler. Tu parlais des financements. Donc, évidemment, le contrat doctoral, même si un contrat doctoral, c'est, je ne sais pas aujourd'hui, hein, mais environ 1 600 euros, donc c'est pas un peu moins de 1 600 euros. Quand on habite Paris, c'est pas immense, mais c'est déjà une aide pour assez peu de cours donnés. Et puis après le contrat doctoral, qui dure 3 ans, on peut essayer d'avoir un poste à terre pour continuer, donc là, 192 heures annuelles, mais pour le même salaire. Donc ça, c'est toujours ce qui nous permet d'être à l'université, d'avoir un salaire, de ne pas se préoccuper voilà, de cet aspect-là, même si encore une fois, on a besoin d'autres types d'aides. Mon avantage était que c'était en Espagne, donc c'était pas loin, pas très coûteux. Malgré tout, les démarches étaient toujours les mêmes. Il fallait demander de l'aide à notre école doctorale et au laboratoire. Deux types d'aides. Il y a des appels qui sont fixés, hein, j'imagine, dans toutes les universités, ça doit être comme ça, à date régulière. Faut pas les louper. Et elles sont ces aides plus ou moins grandes en fonction de la destination. Pour l'Espagne, pense, c'est assez vague maintenant et lointain, mais je pense que j'avais 300 euros maximum du laboratoire, 300 euros maximum de l'école doctorale, par exemple. Mais ça, c'est grand maximum, c'est si c'était un mois sur place, évidemment. Et dedans, bah, ça permettait de payer son billet, de se loger. Donc viennent les questions de comment est-ce qu'on se loge sur notre terrain. Donc trouver une colocataire qui accepte quelqu'un ponctuellement pour un petit prix, moi ça a été ma solution pendant quelques années. Et c'était un luxe parce que je payais 400 euros le mois euh, avec ma chambre en plein centre. Voilà. Tu changes pas tes habitudes. Tu changes pas tes habitudes, tu connais la personne, tu sais où est le supermarché en bas, comment venir de l'aéroport. Enfin, c'était vraiment confortable parce que c'est un moment où déroutant où on est très seul en fait pendant les terrains et on est loin de nos habitudes de vie. Oui, parce que quand tu fais ton premier terrain, alors c'est vrai que tu as eu cette première année à Madrid où j'imagine tu as peut-être constitué un premier cercle social, mais quand tu arrives, est-ce que tu as déjà des contacts peut-être plus personnels ou par ta directrice de thèse, des personnes de confiance sur le lieu qui après peuvent éventuellement être là en cas de problème, ou tu pars vraiment de zéro dans une nouvelle ville avec toute une sociabilité à construire? Euh, alors, c'est vrai que l'année à Madrid a permis de connaître des personnes. Beaucoup, évidemment, j'avais un groupe d'amis qui étaient des assistants. Donc, beaucoup sont repartis. Mais ensuite restent les amis d'amis, madrilènes. Voilà. Donc, c'est par ce biais que je trouve cette personne qui me loge pendant des années
dans son appartement à la Latina. C'est également comme ça que j'ai une ou deux personnes de référence avec qui boire un café de temps en temps. Mais tout ça est très lointain de mon sujet. C'est pas des personnes qui me permettent d'entrer en contact avec mes interlocuteurs, mais c'est simplement d'un point de vue très personnel et qui rendent les séjours un peu moins solitaires, on va dire. Euh, et puis ensuite, je voulais dire que la possibilité de la cohabitation ne s'est plus présentée. Donc là, auberge de jeunesse avec chambre individuelle et un bureau pour quand même pouvoir travailler, mais auberge de jeunesse avec cuisine voilà, pour pouvoir continuer d'avoir une vie qui ressemble à une vie quotidienne plus ou moins normale et pas, voilà, ne pas aller au restaurant tous les jours, etc. Donc ça, c'était important. Et c'est vrai que c'est pas qu'anecdotique, parce que c'est combien d'argent on va dépenser, puisque l'air de rien, malgré les aides, beaucoup d'argent est dépensé pendant ces séjours personnels, de l'argent personnel à nous, en fait. Euh, donc, c'est bien de trouver des solutions économiques, c'est bien de penser à est-ce qu'il faut sous-louer si on en a la possibilité, notre appartement, euh, comment on met ça en place, etc., etc. Et demander en plus de ces financements, je crois qu'on avait le droit à 2 financements par an. C'est pour ça que les autres étaient ma charge, en fait. Demander d'autres types de financement à des institutions par le biais de bourses. Donc, dans mon cas, la Société des hispanistes français m'a donné un mois de bourse. Donc, c'est un dossier qu'il faut envoyer en expliquant un peu, si je me souviens bien, où on en est dans notre recherche et ce que l'on souhaite très concrètement, il faut être le plus concret possible dans ces dossiers-là, ce que l'on souhaite développer lors du terrain pendant un mois. Un mois, je crois qu'on peut demander jusqu'à 2 mois également à la Casa de Velasquez. Donc il faut être très concret avec un calendrier quasiment, même si après on n'arrive pas à le tenir forcément, mais c'était un conseil que m'avait donné ma directrice de thèse et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire de dire première semaine, voilà ce qui va se passer, la deuxième semaine, j'irai parler à tels interlocuteurs, élaborer des budgets assez précis de combien tout ça va coûter. Et donc, la Société des hispanistes français, par exemple, à l'époque, c'était 1 000 euros pour partir pendant un Ah mois. oui, Donc, c'est pas mal. c'était pas mal pour se loger, pour tout, pour pouvoir éventuellement prendre des bus, pour aller à d'autres villes, consulter d'autres archives, etc. etc. Enfin, tout ça, c'était vraiment très confortable. Et si on peut, en plus du fait que tout est bon à prendre, hein, on sait que le travail ensuite sera difficile, la, notre, disons, notre voie professionnelle est compliquée, trouver un travail comme maître de conférence à l'université, c'est compliqué. Et tout ça, c'est des choses qui s'ajoutent un peu au CV. C'est pas que pour ça, mais c'est quand même des distinctions qui permettent de montrer qu'on nous a fait confiance, que notre travail est considéré comme ayant une valeur scientifique et bon, voilà. Mhm. Et j'y pense, est-ce que tu sais si la ville de Paris aussi parfois propose des bourses doctorales pour ce type de voyage? Est-ce que tu en as entendu parler? Pas du tout. C'est vrai que des thèses, des bourses, pardon, de la région, par exemple, j'imagine que ça existe, mais si ton sujet de thèse n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait être bénéfique pour eux, je pense pas. Euh, Si ma thèse avait été, par exemple, moi je travaille sur le graffiti, donc à Madrid, si ma thèse avait été une étude comparative entre Paris et Madrid, alors peut-être que j'aurais pu, mais là non. Est-ce que j'aurais pu demander de l'aide à Madrid? Ça, c'est une autre question que je me suis déjà posée. Mais en même temps, tout dépend du sujet choisi. Moi, je viens
étudier quelque chose qui est considéré comme dérangeant, le tag, le graffiti. Euh, pas vraiment nécessaire, vital comme sujet pour faire avancer la vie publique de la ville. Donc, bon. Et ce qui m'amène à te demander, est-ce que, à un moment donné, quand tu faisais tes séjours de recherche, tu as essayé de prendre contact, donc avec des interlocuteurs de la rue, mais aussi avec des interlocuteurs académiques ou des institutions, des universités, où vraiment à chaque fois c'était sur le terrain, dans l'espace public, avec donc des personnes, plutôt informelles, hors, cadre universitaire? Hors cadre universitaire, la plupart du temps, oui, mes interlocuteurs n'avaient rien à voir avec l'université, même jamais. Disons que les deux personnes à Madrid qui travaillaient sur un sujet similaire, qui ont fait de la recherche, sont indépendants aujourd'hui, donc ils n'appartiennent même pas à une université. Et avec eux, je n'ai pas fait d'entretien, mais on s'est rencontrés beaucoup de fois, etc. Mais tu as raison, il faut préciser que mes interlocuteurs étaient de deux types, je dirais. Les interlocuteurs protagonistes de la scène du graffiti, donc là les graffeurs, graffeuses, euh, et ensuite d'autres interlocuteurs plus formels, type la police, les agents de propreté, des personnalités politiques, je sais pas, un architecte, etc., etc. Et la manière de les aborder ne pouvait pas être tout à fait la même. Évidemment. Ça a été une. On apprend en fait hein, sur le terrain. En tout cas, moi, j'avais pas eu de formation puisque je venais pas de la sociologie. Je ne savais pas comment on faisait un entretien, comment simplement on abordait les gens. Et tout ça a été très par tâtonnement successif en fait hein, au début, avec quelques erreurs, c'est-à-dire contacter les graffeurs par mail avec du woosted, donc du vouvoiement, en précisant vraiment que j'arrive de l'université Sorbonne Nouvelle, c'était tout faux, c'était tout ce qui ne leur parlait pas. Euh, et donc petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça qu'il fallait les aborder. Mais par contre, c'était comme ça qu'il fallait aborder la police, par exemple, avec un mail officiel de la Sorbonne, un certificat de scolarité de la Sorbonne pour montrer ma bonne foi et mon origine universitaire, etc. Avec les graffeurs, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai l'intuition dès le début, donc pendant mon année d'assistanat à Madrid, qu'il faut que je crée un compte Instagram pour mettre des photographies des murs. Et je me dis que ça va être une porte d'entrée, une carte d'identité visuelle qui va être rassurante parce que j'arrive en tant que scientifique complètement étrangère au monde du graffiti. C'est-à-dire que je suis française, je suis femme, ce qui est dans le milieu du graffiti assez, assez peu développé, le genre féminin. Je suis universitaire, je ne suis pas graffeuse, etc. Et donc, très éloignée, extérieure en fait, au groupe sociologique que j'espère approcher. Donc, Instagram, en vogue depuis les années, sa création, 2010, euh, et je me rends compte assez vite, moi-même, simplement en tant qu'utilisatrice, que beaucoup de graffeurs ont Instagram et mettent des photographies des murs de leurs pièces sur Instagram. Donc je me dis, je vais moi aussi créer mon compte. Et c'est effectivement ça. C'est ça qui m'a permis d'entrer en contact. En fait, les messages informels sur Instagram, euh, en privé ou non, pour dire j'aime beaucoup ton travail. Ou à l'inverse, en fait, mon premier informateur, mon premier graffeur, c'est lui qui vient à moi par un message en privé sur Instagram et qui me dit tes photos sont super, etc., etc. Moi, je lui avais écrit un mail un mois plus tôt. J'ai jamais eu de réponse. Donc je lui dis mais j'imagine que tu m'écris parce que tu as vu mon mail. Il me répond ah non pas du tout.
tu m'as écrit sur quel mail? Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, il y a eu un problème de canal de communication. C'était pas le bon, c'est celui-ci. Et donc, c'est cet introducteur qui parce qu'il se sent proche, on va dire, parce qu'il est sensible à mes photographies et qu'il voit que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le tag, le graffiti, plus que l'art urbain ou le street art ou le muralisme. Il se dit, bon, voilà, il voit bien que j'ai rien à voir avec avec l'histoire du graffiti, mais en tout cas que j'ai cette sensibilité. Et il accepte de répondre à un premier entretien par ce biais. C'est pour ça que je parlais de spontanéité et un peu d'organisation chaotique, parce que ça servait à rien d'écrire sur Instagram un graffeur 3 mois plus tôt pour lui donner un rendez-vous, puisque c'était sûr que ce rendez-vous n'allait pas avoir lieu. Il fallait que ce soit l'heure d'avant, ou la veille, ou après avoir croisé un graffeur à une soirée, parce que bon, petit à petit, on va parler de ça aussi, mais un terrain, ça peut devenir aussi, comme j'en ai déjà un peu parlé, nos informateurs peuvent devenir des connaissances et des gens qui nous intègrent dans des sphères et des contextes qui dépassent la simple recherche, le simple entretien. Tu disais que le projet de thèse, l'université, l'institution parfois pouvait, rebuter, les graffeurs. Est-ce que parfois tu as été amené à même cacher le fait que tu faisais, une thèse pour pouvoir, avoir un échange avec, un graffeur? Alors, je n'insistais pas dessus, je n'insistais pas sur ce point. Euh, ça servait à rien là d'arriver avec toutes ces distinctions, ces diplômes, etc., puisque c'est vraiment quelque chose qui ne leur parle pas et au contraire qui sent l'institution. Donc voilà. Par contre, de dire que j'étais en train d'écrire une thèse, c'est quand même ça qui m'a permis de les aborder parce que à la clé, c'était la promesse d'apparaître quelque part, euh, que leur témoignage soit entendu, que leur travail soit vu à travers des photos, etc. Et donc c'est quand même la thèse, c'était pas simplement une conversation informelle pour le plaisir d'eux, c'est parce qu'il y avait une thèse qu'on m'autorisait ce genre de rencontre. Je pense pas qu'ils auraient perdu leur temps sinon avec moi. Mais donc je le cachais pas, mais il fallait absolument que ce soit, voilà, c'était dit, et ensuite, une fois que c'était dit, on n'en parlait plus, et on discutait, et l'entretien, il se présentait sous une forme semi-directive, c'est-à-dire que moi, j'arrivais avec un script de base, euh, mais qui n'était jamais respecté, puisque je rebondissais surtout sur les réponses de mes interlocuteurs. Euh, et puis les entretiens étaient aussi chaotiques, mais en fait comme mon sujet d'étude, hein, la rue, c'est-à-dire qu'on était à la terrasse d'un café, dans un bar, etc., à discuter. Donc dans les entretiens, ensuite pour les transcriptions, c'était bon, très compliqué parce qu'on entend les bruits de cling-cling, des verres, des gens qui crient à côté, des bébés qui pleurent. Mais ça devait être nécessairement comme ça. J'aurais pas pu les faire venir dans un bureau, une bibliothèque. Enfin, ça aurait été très étrange. Alors que là, ça donnait lieu à un café, une bière, et ensuite, certains même me proposaient de venir voir la dernière pièce qu'ils avaient inscrite sur un mur. Quand je dis pièce, je parle d'un tag, hein, d'un graffiti, etc. Donc ça donnait lieu. Il fallait qu'on soit dans la rue, forcément. Il fallait qu'on soit dans la rue. Et ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas forcément avec la police, par exemple. Là, on était dans le commissariat. Enfin, c'était plus qu'un commissariat, c'était la police scientifique, donc on était dans leur bureau. Et puis, je n'avais pas le droit d'enregistrer, par exemple, ce qu'ils disaient, alors que tous les graffeurs m'ont donné l'autorisation d'enregistrer plutôt que d'écrire, justement pour que ce soit comme un échange oral plus naturel, avec des rires, avec enfin des choses qui ressemblaient vraiment à une conversation de personnes qui partagent une passion commune
et qui en discutent. Mmh. Et comment on prend contact avec la police alors? Ben là, avec un mail très formel, et puis pareil, c'était un peu les petites erreurs du début. Peut-être ne pas dire qu'on fait une thèse sur le graffiti. En tout cas, ne pas présenter la chose comme si le graffiti était une activité tout à fait neutre, mais plutôt insister sur le fait qu'on travaille sur le graffiti comme activité délictueuse, etc. Enfin, il faut parler le langage de la police aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que... Donc ça, c'est dans mon cas très personnel, mais il faut s'adapter évidemment à son interlocuteur. Et moi, j'étais presque au début à leur écrire en disant que je travaillais sur le sujet passionnant du graffiti, alors qu'en fait, il fallait quand même préciser pour rassurer, on va dire, le public. Ça vaut pour la police, ça vaut pour les personnalités politiques. Euh, euh, les rassurer sur le fait, et ça c'était mes petits mensonges. Tu parlais tout à l'heure de est-ce que j'avais tu le fait d'être d'une université, mais parfois c'est vrai qu'il y a eu des petits mensonges par omission, c'est-à-dire que je n'ai pas dit à la police que j'avais fait des entretiens auprès de graffeurs. Euh, je n'ai pas dit à la police que moi-même leur signature me passionne. Enfin, voilà, il faut être prudent dans... Mmh. Bon, le mensonge alors avec dosage fait partie de la méthodologie. C'est-à-dire que on ne peut pas mentir sur certaines choses. Il y a des règles éthiques. Par exemple, on ne peut pas enregistrer une personne à son insu. Donc, il y a des choses qui font partie de l'éthique, des codes, des entretiens en sociologie, en anthropologie. On a quand même de l'humain face à nous. Donc, c'est des gens qui se confient et qui ensuite prennent le risque de voir leurs paroles être déformées, diffusées, etc., reprises. Donc, voilà, il faut faire attention. Mmh. Bon, de toute façon, je pense que dans toutes les écoles doctorales, à peu près, en tout cas, moi, j'ai eu ça en première année, j'avais une formation obligatoire sur l'éthique de la recherche où on aborde ces questions-là. Donc, dans tous les cas, on réfère nos chers auditeurs et auditrices à ce type de formation s'il y a des doutes. Ça, pour le coup, éthique de la recherche, moi, dans mon université, ça, c'était pas obligatoire, en tout cas. J'en ai pas suivi. Ça m'aurait bien aidé. Euh, et par ailleurs, une formation sur comment faire un entretien m'aurait permis de gagner du temps. Donc ça, je, je conseillerais ça. Euh, ou des lectures en sociologie, anthropologie, comment mener. C'est quelque chose qui est très codifié et donc on trouve plein de ressources sur le sujet. Mais par contre, sur le droit d'auteur, et ça c'était intéressant aussi quand on travaille avec des personnalités qui sont vivantes, dont le travail est hyper contemporain, etc. Il y a des choses à savoir. Et dans le cas du graffiti, bon, c'est très complexe, hein, ces histoires de droit d'auteur, mais ça montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas... voilà, que ça soit dans un corpus photographique, la, l'utilisation des témoignages, etc. Donc, Ouais, ouais, surtout si on projette après de publier le manuscrit, forcément, faut faire d'autant plus attention à certains éléments. Et tu disais, j'aurais aimé avoir une formation sur l'entretien. Je suis bien d'accord avec toi. Peut-être qu'il y en a plus dans justement les filières d'anthropologie, sociologie. Mais est-ce que tu pourrais, même si tu nous as déjà donné des éléments de réponse sur la méthodologie, entretien semi-directif, mais est-ce que tu aurais des petits conseils ou nous partager ton expérience? Est-ce que tu as toujours eu des interlocuteurs, par exemple, qui parlaient, qui savaient enrichir leurs réponses, ou alors est-ce que parfois tu as fait face à quelqu'un qui était un petit peu bloqué? Et est-ce que tu aurais des astuces pour éventuellement guider un entretien, mettre à l'aise son interlocuteur? la question du mettre à l'aise. Euh, hmm. Eh bien, je pense que le lieu n'était pas complètement
choisi au hasard, c'est-à-dire que ça permettait de prendre une bière, 2 bières, 3 bières parfois. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que le petit stress du début, pour eux, hein, surtout pour eux, c'est parce que moi, je ne m'inclus pas dans ces 3 bières, mais pour eux, leur permettait de se confier davantage. Le moment de la journée également, le moment de la soirée devient nuit. Euh, je, je trouve que ça mène à une confidence peut-être plus libérée. Euh, je tentais toujours de les rassurer en début d'entretien, en expliquant déjà qui j'étais, ce que je faisais et comment je pouvais utiliser leur témoignage. Euh, mais par exemple, une de mes erreurs, c'est que je n'ai jamais fait signer un papier, puisque j'avais peur d'être trop protocolaire, que ça vienne casser un petit peu ce moment de conversation informelle. Et je trouvais que le, le contrat à signer pour demander oui, j'accepte que mon témoignage soit utilisé ou que sais-je, n'avait pas sa place. Mais pourtant, en vue d'une publication de la thèse, peut-être que ça va se poser. Peut-être que là, je me rends compte que c'était une grosse erreur de ne pas l'avoir fait. Euh, donc à voir. Mais en tout cas, ce premier moment où je les rassurais, où je leur disais aussi, je ne suis pas obligée d'enregistrer, je peux aussi écrire. Ça va être moins fluide parce qu'on ne sera pas dans une conversation, mais ce sera plutôt comme un cours magistral où tu racontes et moi je prends des notes. Euh, mais si tu le veux, on peut faire ça. Et donc comme ça, donner le choix aussi à la personne de choisir par quel biais. Euh, Évidemment, ce qui les mettait à l'aise et de plus en plus, c'était de plus en plus facile au fur et à mesure, c'était de se rendre compte que j'avais déjà parlé à un tel, un tel, un tel. Donc ça, c'était des choses que je mettais aussi un peu sur la table dès le début pour leur montrer, comme c'est un petit groupe sociologique, que tous se connaissent, beaucoup sont amis. Euh, donc, montrer qu'on m'a fait confiance, qu'on m'a par ailleurs, que j'ai eu d'autres entretiens, que je connais le travail de leurs compagnons de graffiti. Tout ça, ça les mettait dans de bonnes dispositions. Euh, voilà. Donc, c'était des manières d'obtenir ce qu'on appelle je pense, des descriptions denses. Ça, c'est une expression d'un anthropologue américain qui s'appelle Clifford Geertz. Et au début, c'était assez. Je culpabilisais. Je me demandais si je faisais bien les choses, si c'était très sérieux de faire un entretien à un café autour d'une bière, si c'était très sérieux ensuite de suivre de manière informelle les graffeurs, même sans prendre de notes ou les enregistrer. Mais est-ce que c'est une bonne chose de- d'entrer en immersion? Voilà. Et de participer, donc ça c'est un autre sujet hein, dans le terrain. Est-ce que devenir acteur et donc participer à notre objet d'étude, par exemple, c'est mal? Et comme je n'avais eu aucune formation, au début je culpabilisais assez de ce point de vue-là, d'aller à l'anniversaire de tel graffeur, dîner chez les parents de tel graffeur. Est-ce que là on dépasse notre cadre de recherche? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire quand on vient de l'université, etc. Et donc, de toute façon, il fallait justifier ça. Il fallait le justifier, c'est ce qu'on nous demande dans la thèse. En introduction, par exemple, ça a été tout l'objet de mon introduction, de l'immersion dans ce groupe, et les problèmes éthiques qui ont surgi. Et comment est-ce qu'on gère ça et ce qu'en ont dit, parce que évidemment, je n'étais pas la seule à me poser ces questions, les anthropologues, les sociologues sur le sujet. Et donc on se rend compte qu'il y a toute une anthropologie la plus récente qui met en valeur en fait ces immersions participatives, presque sensorielles, au plus près de notre objet d'étude on est,
et au plus près, notre analyse pourra être dense, comme on disait. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de travail analytique ensuite, parce qu'on rentre chez soi, parce qu'il faut transcrire, et que parfois on met des années pour transcrire un entretien. C'est-à-dire qu'on reprend l'entretien des années plus tard, donc il y a en plus des distances temporelles. Donc plus d'objectivité, mais on ne peut pas prétendre à l'objectivité quand nos interlocuteurs sont vivants. Je ne crois pas. Tout ça, il a fallu le justifier et se déculpabiliser et se rendre compte que c'était peut-être ce qui faisait la qualité de mon travail. Ce dilemme, oui, m'intéresse beaucoup et c'est très bien que tu en parles et que tu nous fasses part des problématiques par lesquelles tu es passé parce que c'est vrai qu'on a toujours ce matériel brut, ce matériel qualitatif avec lequel on revient à la maison et où on doit y poser un œil scientifique, mais en même temps, voilà, c'est ça qui fait aussi la singularité de ton sujet de thèse, qui est dans la vraie vie, dans l'espace public et actuel. Tu ne travailles pas, comme tu le disais, avec des personnes qui ne sont plus là. Et c'est un sujet de thèse qui peut aussi avoir un véritable enjeu sur la société espagnole actuelle. Donc, c'est un dilemme. Alors, il y a de plus en plus d'anthropologues qui publient des articles sur le sujet et qui essaient aussi de déculpabiliser le chercheur, mais je pense qu'on gagnerait encore plus à faire des formations sur le sujet et à démontrer, comme tu le disais, que le chercheur, la chercheuse n'est pas une personne qui déambule de manière totalement objective, sans sentiment, sans émotion. Et finalement, je pense que même la valeur ajoutée de ta thèse, c'est le fait d'avoir eu une relation aussi personnelle avec les artistes, d'accéder à des lieux auxquels tu n'aurais pas pu accéder en temps normal, je pense. Tout à fait. Et en plus, dans le cas, bon, c'est propre à mon sujet, hein, mais il y a certaines fois où, comme je le disais, bah, l'activité, elle est illégale, celle du graffiti. Donc ça pose, il y a des couches qui se superposent de doutes parce que qui dit intégration à un groupe sur du long terme, plus ou moins long terme, 2016-2022 dans mon cas, euh, intégration au groupe signifiait forcément, à un moment donné, prendre un feutre, prendre un spray, parce que c'est eux aussi qui souhaitaient m'intégrer comme ça. Il y avait comme un échange en fait de bons procédés, on veut te montrer maintenant, on veut que tu le vives. Et, et donc, c'est des moments où on se retrouve déjà à devoir penser à un pseudonyme, alors que bon, je venais pas avec ça en tête, et devoir prendre un spray et peindre sur les murs et avoir peur de la police, des caméras de surveillance, me dire mais en plus je viens d'une université, si la police nous arrête, qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, est-ce que je peux avoir des soucis? Donc il y a d'autres enjeux éthiques qui viennent se superposer, mais qui permettent en fait de ressentir ce que nos interlocuteurs vivent et de comprendre en fait l'obsession pour la signature, le plaisir de l'adrénaline, du risque, du vertige. Et ça, tout ça, ça a donné mes axes de thèse en fait, parce que je l'ai vécu. Et c'est vrai que tu abordes aussi la question de la sécurité, qu'on n'aborde pas justement dans le cadre en général institutionnel, académique. Et pourtant, j'ai rencontré énormément de doctorants, alors les degrés sont différents, mais qui faisaient des thèses, qui allaient sur des terrains en conflit, voire même qui étaient en guerre. Et finalement, quelle est la réflexion du chercheur sur cette prise de risque? Jusqu'où on peut aller pour, euh, pour notre sujet de thèse? Quelle protection éventuellement on peut avoir? Est-ce que toi, à ton échelle, c'est des choses que tu avais anticipées justement? Si la police m'arrête, est-ce que j'ai un discours déjà préparé? Est-ce que je pourrais éventuellement compter sur mon institution française? Ou comment t'abordais la chose? Je pensais naïvement que je- mes petites cartes de visite, j'avais fait imprimer des petites cartes de visite
Sorbonne pour avoir quelque chose à montrer. Euh, mais à partir du moment où on est en train nous-mêmes d'écrire sur les murs, ou même on est pris sur le fait dans un tunnel de métro en train de célébrer l'anniversaire d'un dégraffeur. Enfin, j'étais face à des dilemmes parfois où je me disais, bon, je descends dans le tunnel avec eux, mais là c'est très grave ce qui peut m'arriver d'un point de vue de la loi, et puis je suis pas chez moi, et puis je viens au nom d'une institution, et en même temps, j'étais persuadée qu'il fallait que j'y sois pour voir en fait à quoi ça ressemble, et comment cette communauté là particulière euh, vit, célèbre, se réunit. Euh, et puis évidemment, c'était aussi pour moi des manières d'entrer en contact avec ces graffeurs et de leur demander s'ils étaient d'accord pour faire des entretiens. Donc tout ça allait enrichir ma recherche. Et à chaque fois, c'était un peu stressant. Et je ne pensais pas, en commençant cette thèse, un jour, euh, aller dans des lieux abandonnés, des usines désaffectées, des tunnels de métro, et je ne pensais pas non plus écrire sur les murs un jour. Enfin, voilà. Mais, mais oui, et puis le danger, certes, mais même en fait le fait de rencontrer, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, donc je pense que c'est important, bon, peut-être qu'on soit homme ou femme, mais peut-être plus quand on est femme, de les rencontrer. C'était aussi l'enjeu, le but des entretiens à la terrasse d'un café. C'est qu'on ne va pas leur donner rendez-vous dans notre chambre d'auberge de jeunesse ou que sais-je. Enfin, il faut mettre un cadre aussi. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand on est de sexe opposé. Si le groupe est majoritairement masculin et que nous, on arrive universitaire comme membre féminin, ce n'est pas anecdotique. C'est des questions qui m'ont été posées ensuite le jour de la soutenance. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être de sexe féminin a pu vous aider pour obtenir des informations auprès de la junte masculine? Euh, on peut penser ce qu'on veut de cette question. Malgré tout, quand il y a de l'humain, des entretiens, des rencontres, il y a séduction. Je ne parle même pas de séduction amoureuse. Je dis juste qu'il y a contact humain, qu'il y a. Est-ce qu'on sait plus mutuellement? Est-ce que la personne va bien accepter de me revoir pour un entretien? Est-ce qu'il va dire aux autres qu'on peut me faire confiance? Euh, et donc, voilà, c'était une des questions qui était posée. Est-ce que si vous aviez été un homme, est-ce qu'on vous aurait ouvert les portes de la même manière? Donc là, je glisse un peu la question de la sécurité, mais euh, c'est assez intéressant le terrain de recherche quand il est mouvant, vivant, actuel, et quand on arrive, enfin, on n'est pas simplement un membre de l'université, on est une personne avec un sexe, avec son histoire, avec voilà. Et, et tout ça entre en compte, c'est très incarné, c'est incarné, c'est encastré, et on ne peut pas Mm. diviser on peut pas être purement objectif. C'est pour revenir à. Mm. Et alors pour terminer, peut-être une question un peu plus de pratique de la vie quotidienne. C'est vrai que quand on est sur le terrain, sur un assez long terme, on l'a bien vu, vie privée, vie professionnelle s'entremêlent. Et alors moi, une question qui s'est posée sur mon terrain, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre des pauses? Est-ce que il faut rentabiliser le moment où on est sur le terrain et donc travailler tous les jours, se déplacer tous les jours sur notre terrain, être productive, mais en même temps, est-ce que sur le long terme, on tient le coup? Et est-ce que tu avais un certain... Alors, on a bien compris qu'il y avait l'urgence de ton terrain, il fallait quand même être assez réactif pour rentrer en contact avec tes interlocuteurs
quand ils étaient disponibles. Mais est-ce que tu t'es fait un petit planning? Est-ce que tu t'autorisais aussi des moments où tu coupais avec ton terrain de recherche? Oui, c'était un savant mélange, des 2. Il y avait beaucoup de travail quand même parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir, on est sur place, on a toujours plein d'archives à aller vérifier, plein de personnes à contacter, et cetera. Mais en fait, c'était pas vraiment moi qui faisais mon emploi du temps parce que comme je le disais, c'était chaotique et on m'a posé beaucoup de lapins également. Donc parfois j'avais 3 entretiens de prévus avec les questions sur lesquelles j'avais travaillé en amont, etc. Et puis il se passait rien puisque les personnes décommandaient, ne venaient pas pour X raisons. Mais voilà, tout n'était pas maîtrisable euh, et, et par ailleurs, euh, le, c'était quand même, en fait, comme, bon, c'est le mieux hein, quand on arrive à ça, mais c'était un tel plaisir simplement de se promener dans la capitale euh, et de faire des photographies qui étaient un peu un autre temps fort de mes terrains en plus des entretiens. Donc, je pense que la plupart du temps, ce que je faisais euh, en dehors des entretiens, c'était me promener, faire des photographies des murs, euh, et puis ensuite rentrer, parce que comme je le disais, à moins d'avoir plein d'amis là où on se rend, euh, mais si c'est pas le cas, ben, on est tout seul. On est tout seul avec nos interlocuteurs qui nous voient quand ils acceptent de nous voir. Et donc, disons que la journée, il n'y a jamais une journée où je n'ai rien fait. J'avais toujours mon appareil photo, c'était photographie, rencontre avec un graffeur. Mais sinon, c'était la petite vie quotidienne de faire les courses et de faire sa soupe, etc. Mais j'avoue ne jamais avoir fait de musée, par exemple. En fait, je me suis jamais considérée comme une vacancière à ce moment-là. Euh, et j'ai gardé ces temps quand on venait me rendre visite ou voilà. Et là, s'insérait 3, 4 jours où comme quelqu'un venait me rendre visite, euh, on sortait du terrain et donc on allait dans des petits cafés et puis on faisait des petits musées ou on faisait autre chose. Mais on faisait des promenades sans que je sois forcément en train de mitrailler tous les murs de photographies. Et sinon, c'est vrai que c'était de l'ordre de l'obsession. Et je comprends la question. Je comprends la question puisque c'est à soi de faire ses horaires et de faire son emploi du temps. Mais de toute façon, ça vaut pour toute la thèse. C'est-à-dire que c'est ça la thèse aussi. C'est quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'on continue, même quand on est chez soi. Est-ce que le soir, c'est bien de travailler? Est-ce que le week-end, c'est normal de travailler? Donc ces mêmes questions se posaient là-bas, on va dire. C'est vrai ça. Est-ce que finalement on serait pas tout le temps sur notre terrain, même quand on est en France, chez nous, on est tout le temps, on a toujours la thèse dans un petit coin de la tête. Exactement. Oui. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, même s'il y a encore énormément d'axes qu'on pourrait développer quand on parle du terrain de recherche. On pourra peut-être y revenir, pourquoi pas dans un deuxième épisode. Mais pour terminer, j'aimerais te poser la question du podcast, à savoir, est-ce que au cours de ces années de doctorat que tu as donc terminé, puisque tu es jeune docteur et j'en profite pour t'en féliciter une nouvelle fois, est-ce que tu aurais eu un rêve de doctorant qui se serait réalisé ou pas, quelque chose que tu voulais absolument réaliser au cours de tes études et qui s'est produit, ou quelque chose d'inattendu qui restera à jamais un souvenir heureux de cette thèse? Je pense que ce serait la rencontre avec la ville, en fait, avec la ville de Madrid, qui, euh, qui est une ville que je connais maintenant intimement parce que j'ai longé ses murs pendant 6 ans. Et c'est une ville où, après le Covid, par exemple, après, je ne sais plus, 9 mois, ou même peut-être plus, sans pouvoir y aller, quand je suis sortie du métro et que j'ai vu pour la première fois
À nouveau, les murs de la ville colorés, le ciel bleu, je me suis mise à pleurer. Parce qu'il y a un amour, un lien affectif qui est très fort à la ville de Madrid. Et c'est compliqué de savoir à quoi il est dû, puisque les murs que je chéris tant ne sont plus les mêmes d'une semaine à l'autre, puisqu'ils sont effacés, recouverts, etc. Mais il y a une ambiance dans cette ville qui m'a accueillie pendant 6 ans, que j'ai observée, que j'ai l'impression de connaître intimement et puis que j'ai l'impression de connaître différemment de la plupart des gens. Euh, c'est ce lien, je pense, c'est cette histoire d'amour avec Madrid. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.